Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Je suis ravi de voir que vous êtes si nombreux ici au 139. Ravi de voir que ce lieu qui a pour vocation de penser ensemble l'habitat de demain sur l'axe Seine suscite autant d'intérêt, puisqu'il porte des sujets, là on le voit avec votre présence nombreuse, des sujets qui interpellent. Le 139 a pour vocation de questionner ce qui fait la ville, comment elle se fabrique, comment elle évolue, pour qu'elle soit demain agréable à vivre, accessible à tous et vecteur de lien social. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Max Yvetot, qui est urbaniste, qui est directeur de l'agence d'urbanisme du Havre. Bonjour Max. Bonjour Maxence et bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Alors, avant d'arriver au Havre, Max, tu es arrivé en 2022, tu as vu pas mal de pays, tu as bourlingué, tu as été dans différentes villes, hein, tu as travaillé à la mairie de Paris, tu es passé par Bakou en Azerbaïdjan, à Vilnius en Lituanie et dernièrement à Moscou avant d'arriver au Havre. Et aujourd'hui, je te propose de faire une petite promenade un petit peu particulière dans les rues du Havre, dont tu seras le guide. Qu'on soit né au Havre ou nouvel arrivant, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, on partage tous le constat que le Havre n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville à part, une ville un peu spéciale qui porte en elle de véritables contradictions, comme nous tous peut-être. Max, toi qui es arrivé il y a 3 ans au Havre avec un œil neuf, tu résumes ces contradictions en évoquant les dilemmes havrais. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire pourquoi tu choisis d'utiliser ce terme de dilemme? C'est en effet un terme qui n'est pas forcément fréquemment employé pour parler de ville, mais c'est un terme qui m'est venu spontanément quand j'ai été invité à intervenir dans le cadre d'un été au Havre à Métamorphose, parce que en arrivant au Havre, j'étais frappé par les contrastes de la ville et par aussi par ce qui me semblait être des oppositions un peu internes. La première, qui était ma première surprise, c'était je ne connaissais pas du tout le Havre avant d'y arriver, d'être recruté ici. C'était de lire que c'était le premier port national, mais de constater que c'était une ville relativement moyenne sur le plan national. Et cette opposition entre un port mastodonte, gigantesque, qui fait 1,5 fois la superficie de Paris, et cette ville assez villageoise, assez tranquille, qu'est le Havre, ça a commencé un peu ça a été le premier de ces dilemmes. Comment est-ce qu'on peut être à la fois un port national et une ville moyenne, qui m'a fait un peu porter le regard sur ces oppositions-là et les creuser. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y en avait, mais à l'infini. Et je trouve que c'est quelque chose qui résume un petit peu ces ambivalences du Havre et qui en font aussi la richesse et les enjeux d'aménagement. Aujourd'hui, on a 30 minutes pour décortiquer ou en tout cas aborder ces dilemmes. On ne va pas pouvoir tous les aborder. Loin de là. Comme tu dis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a choisi ensemble 3. On va parler de cette opposition, en tout cas de ce dilemme qui est le port et la ville, dans un premier temps. Ensuite, on va aller voir la question de l'urbain et du rural, la ville, la relation entre la ville et la campagne havraise, et terminer peut-être par ce qu'on connaît tous, cette particularité de ville haute et de ville basse, et voir en quoi il s'agit également d'un dilemme. On commence par le port. Avec plaisir. Tu l'as abordé directement sur cette première constatation d'échelle. Et je veux bien que tu mettes la première image que j'avais choisie pour... C'était une photo aérienne du port actuel et qui, je pense, comme on est ici dans un espace un peu confiné avec les rideaux tirés, pour aussi vous faire voyager, ça me servira de support pour commenter, même si l'image dit déjà un petit peu tout. J'ai choisi cette image parce que elle montre bien les 2 principales activités du port du Havre, les containers, donc la partie commerce, et puis les cuves de la CIM, la partie énergie et chimie. Voilà, ce sont les 2 principales activités qui représentent les 2 principaux tonnages de Haropa sur tout l'axe Seine. Je trouve que cette image est illustrative au-delà de ce gigantisme qui est montré. Elle montre cette difficulté du port, parce que je vais bien parler des dilemmes,
quand on regarde, on ne voit quasiment pas un seul être humain dans ce port qui pourtant est voilà, crucial pour la ville du Havre. On a, avec les progrès technologiques et la mondialisation, des ports, c'est pas seulement celui du Havre, c'est à travers le monde, des ports qui sont devenus mais colossaux, tellement grands qu'en fait ils ont perdu toute échelle humaine et on ne voit personne s'y promener. Et le port s'est tellement étendu, est devenu tellement grand qu'il s'est éloigné de la ville. Et il y a eu un petit peu, alors que le port avait précédé la ville, la ville existe parce que le port a été fondé en 1517 par François Ier, le port aujourd'hui n'a fait que s'étendre en direction de l'Est en remontant la Seine et s'est un peu éloigné de la ville. Donc il y a eu un divorce qui en plus a été accentué par certains phénomènes qui nous sont parfaitement extérieurs, comme par exemple le 11 septembre et le fait que les Américains ont imposé à tous les ports mondiaux des barrières de sécurité pour que plus personne ne puisse accéder aux bateaux et aux containers pour éviter qu'ensuite il y ait des marchandises qu'on ne souhaite pas qui soient communiquées. Oui, Donc il y a un divorce qui fait que ça crée jusqu'à il y a encore pas longtemps, on pouvait circuler assez librement jusque dans le port. dans les années 90, en tout cas, je n'y étais pas, mais on me raconte, et je pense que certains pourront témoigner, qu'on pouvait aller, et quand on regarde les images d'archives plus anciennes, des époques même antérieures à celles que certains dans la salle ont pu connaître, on voit voilà, des ports le long du bassin du commerce, dans plein centre-ville, et un contact très direct entre les habitants du Havre et le port. Et ce contact très direct, il existe parce qu'il y a beaucoup de Havrais et d'habitants de l'agglomération qui travaillent au port, mais c'est un contact qui passe par voilà, un cheminement automobile, c'est des distances, c'est un espace qui est devenu extrêmement fonctionnel, il y a plus ce mariage très étroit qu'on pouvait avoir auparavant et qui faisait aussi cette richesse. Mais ce que je trouve plutôt heureux, il y a un des quartiers qui est le plus voilà, qui célèbre cela, c'est le quartier du quai de Southampton, qui justement a voulu un peu réconcilier les deux, et tous les projets actuels de nouveaux terminals croisières visent un petit peu à recréer cette interface entre la ville et le port qui en font la richesse. Là, on n'a pas les bateaux ici sur cette photo, mais en effet, on voit... Voilà. Mais donc, ce qui fait qu'un des dilemmes, pour revenir sur le terme de dilemme du Havre, c'est de profiter de ce dynamisme économique du port, qui est un moteur économique à nul autre pareil, et qui en plus aujourd'hui, avec ce mouvement de réindustrialisation à l'heure d'un protectionnisme économique plus marqué à l'échelle d'un ordre mondial qui est profondément bouleversé, c'est de profiter de cette dynamique-là sans pour autant subir parfois les contre-coups. La hausse du prix de l'énergie a fait trembler le secteur de la chimie, et pourrait continuer à la faire trembler, sans subir les contre-coups qui peuvent parfois, parce que les courbes de l'économie ne sont pas toujours celles que les humains veulent avoir, qui cherchent à s'installer et avoir une vie plus stable. Alors, tu parlais d'échelle aussi, d'un très grand port adossé à une petite ville. Est-ce que Le Havre est vraiment une petite ville? Et quelle est leur relation entre le port et la ville? Est-ce que le port est plus fort que la ville, ou comment ça fonctionne? C'est vrai qu'en fait, il y a un paradoxe. Enfin, voilà, je vais filer les termes, dilemme, paradoxe, mais voilà, vous me comprendrez. Il y a un paradoxe, c'est quand on parle de la ville du Havre, souvent, on a cette image-là, voilà, ce centre reconstruit par Perret, et ce centre qui est extrêmement géométrique, classique, et que d'ailleurs, qui contient en lui-même un paradoxe, c'est que la ville avait été tellement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu une telle table rase, l'expression avait été employée à ce moment-là, que Auguste Perret a reconstruit la ville en repartant de zéro, et Auguste Perret, qui était assez âgé à l'époque, est très peu venu au Havre en fait pour redessiner la ville. Il est venu quelques fois, il avait quelques personnes de son équipe qui ont été présentes sur place, mais lui-même a surtout passé du temps dans son atelier de dessin à dessiner. Et on a construit une ville qui était un peu abstraite, assez déshumanisée, et en fait en recréant le centre du Havre, qui incarne aujourd'hui, qui représente la ville pour l'extérieur, on a indirectement créé la ville haute, parce que pendant qu'on construisait le centre, il fallait bien que les gens se logent, et donc il y a eu des baraquements en ville haute, des constructions, des petites constructions un peu individuelles, et puis à l'est, dans les quartiers sud. Et donc on a la vie. En fait, il y a certains géographes, Armand Frémont notamment, parlent de la ville un peu abstraite, déshumanisée, mais pourtant prétendument humaniste du centre, et la ville plus humaine, plus conviviale des périphéries, mais reconstruite avec un petit R, alors que le centre a été reconstruit avec un grand R. Mais pour répondre à ta question, quand on regarde ce centre reconstruit,
il semble être une petite ville parce que finalement, il n'y a que 20 à 30 000 habitants qui habitent dans ce petit centre qui incarne le Havre aux yeux de l'extérieur, même si dans la commune, il y a 165 000 habitants. Mais ce centre est assez petit, assez ramassé, on peut en faire le tour en l'espace d'un après-midi. Et donc, en effet, il donne l'image d'une petite ville, alors qu'en fait, c'est une assez grande agglomération et c'est même une des plus grandes communes de France en termes de nombre d'habitants. Avec une logique complètement différente. Tu l'as évoqué quand on a préparé l'entretien, avec un port, tu disais, qui obéit à une logique économique et qui avance sans se soucier de considérations esthétiques, sociales, etc. Et une ville qui, elle, est presque dotée d'un affect et qui prend des décisions qui peuvent être des fois diamétralement opposées à celles du port. J'ai peut-être forcé le trait pendant la préparation et je ne vais pas sans mettre d'eau dans mon vin ou me contredire moi-même. Je ne voudrais pas être moi-même un dilemme. Mais c'est vrai que le port, si on regarde objectivement, c'est un outil de développement économique. Le port n'a pas vocation à fournir des logements, des espaces publics pour les habitants, des bancs, des espaces verts. Le port, c'est avant tout un outil de commerce, c'est une infrastructure qui permet qui est au service de beaucoup d'autres choses, d'une zone industrielle colossale avec 30 000 emplois. Donc le port, en ce qu'il est un outil économique, a des vertus gigantesques pour la ville du Havre, et c'est 30 000 emplois pour une agglomération de 250 000 habitants, 260 000 habitants. C'est énorme, c'est un quart des emplois de toute l'agglomération. Donc rien qu'en ça, le port apporte beaucoup. Néanmoins, c'est vrai que le port, lui, il cherche à attirer de nouveaux prospects. La centrale à charbon est fermée. Il va chercher à construire quelque chose d'autre à la place, se servir du foncier pour faire venir de nouvelles entreprises. Et c'est bien pour la ville. Parce que c'est vrai qu'on peut j'entends souvent des regrets exprimés à l'endroit des cheminées de la centrale à charbon en disant c'est triste de voir partir ces cheminées qui ont été dans le paysage si longtemps et qui représentent aussi un peu le Havre. Mais, et certains imaginent qu'on pourrait en faire une Tate moderne, mais, ou voilà, un équipement culturel pour la ville du Havre. Mais il y a une autre manière de voir les choses qui se dire fut un temps, on avait du charbon, aujourd'hui on a des éoliennes, et il faut qu'il y ait autre chose, parce que sinon, il faut bien que les gens travaillent et qu'il y ait une économie qui tourne autour de cela. Et donc il y a cette ambivalence en effet d'un port qui est davantage tourné vers la logique économique, et il y a une logique de plus en plus séquanienne le long de la Seine, en remontant jusqu'à Paris depuis les fusions des trois ports. Et une ville qui, elle, est restée très havraise, et même si elle se veut séquanienne, parce qu'il y a toute une dynamique d'entente axe-Seine, de coopération interrégionale, et pour notamment faire venir une ligne ferroviaire robuste et solide pour améliorer la desserte entre Paris et Le Havre. La ville reste locale, soucieuse de qualité de vie pour les habitants, de quotidien, de marché. Donc c'est deux dynamiques qui en effet, où il y a des zones de friction. Il y a souvent des zones où ça concorde, mais parfois, évidemment, il y a un dialogue qui peut être un peu musclé. Car une des particularités, même si le port s'étend plus loin, c'est qu'il est quand même très proche de la ville. En tout cas, il y a une interpénétration du port et de la ville, plus que dans d'autres agglomérations. Oui, j'ai du mal à dire par rapport à d'autres agglomérations. Après, je vais rebondir plutôt sur un autre terme que tu as utilisé et que j'utilise moi aussi, c'est de dire le port. En fait, c'est très difficile de dire le port du Havre parce que, et moi j'essaye même de donner cet élément de langage, de dire qu'il y a 7 ports au Havre, et de plutôt parler des 7 ports. Je vous ai parlé du commerce ici et du côté industriel là avec la chimie et l'énergie. Mais il y a aussi le port de Plaisance dans le centre-ville et dans certains bassins qui occupent l'ancien chantier naval Augustin Normand. Il y a les bateaux de pêche qui est aussi le petit port de pêche, petit peut-être par rapport à d'autres, mais Boulogne-sur-Mer, mais néanmoins important et avec cette spécialité de la coquille Saint-Jacques. Il y a aussi les croisières, il y a aussi le ferry qui permet d'aller en Angleterre et de transporter des marchandises. Il y a les courses au large avec la Transat Jacques Vabre, Transat Café L'Or désormais. Donc en fait, il y a plusieurs ports dans le port et donc c'est difficile de résumer le port qui est déjà une telle entité colossale qui maintenant remonte jusqu'à Paris. J'aurais envie de dire les ports parce que vraiment pour moi c'est plutôt une galaxie que vraiment une entité unique.
quittons les ports qui se retrouvent au sud pour aller vers le nord et voir, nous promener du côté de la campagne, ou peut-être comme la question du port, il y a les campagnes, et de voir quel peut être ce dilemme entre la ville du Havre et ses alentours. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous décrire ce que c'est que là ou les campagnes havraises? Ben, c'est vrai que, au Havre, il y a peu de campagne, il faut le dire. Mais le Havre fait partie d'une agglomération, la communauté urbaine. Le Havre, c'est une métropole. Et merci, c'est l'image que je voulais prendre. Voilà, qui est sur le plateau. Là, on voit bien sur cette photographie à la fois le relief avec les falaises qui ne sont pas encore blanches à cet endroit-là, mais qui le deviennent ensuite. Et ensuite, la vallée de la Seine, et avec les cheminées qu'on aperçoit bien. Il y a pas vraiment il y a très peu de campagnes, très marginalement sur la commune du Havre. Néanmoins, le Havre fait partie d'une agglomération où l'agriculture représente 60% des surfaces. Donc c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'on a une agglomération qui est particulière en cela qu'elle est à la fois extrêmement industrielle et extrêmement agricole. Et on a tendance à les opposer en fantasmant ou en se représentant l'agriculture comme quelque chose de la proximité, quelque chose de du lien social, et l'industrie quelque chose de plus extérieur qui est lié au pétrole, avec des oléoducs qui permettent d'approvisionner les aéroports parisiens, entre autres. Alors qu'en fait, ce sont des campagnes qui sont extrêmement mondialisées aussi, extrêmement industrielles. On pense aux cultures de la pomme de terre, de la betterave, du lin aussi, qui arrive aussi sur notre territoire depuis une dizaine d'années, de manière qui devient vraiment très important. Donc c'est aussi une agriculture qui est très tournée vers l'exportation. Et quand on regarde statistiquement, parce que notre travail à l'agence d'urbanisme, c'est aussi de manier, d'observer avec le plus de données possible, on se rend compte que quand on prend la communauté urbaine dans son ensemble et qu'on exclut les 5 communes urbaines, Harfleur, Montivilliers, Le Havre, Gonfreville et Sainte-Adresse, sur les 49 autres, il y a que, si on prend tous les actifs, il n'y a que 1% d'agriculteurs. Donc ça reste très minoritaire, même pour pour ceux qui habitent dans ces communes dites rurales et qu'on pense agricoles parce qu'elles ont un paysage agricole. En fait, le métier d'agriculteur est presque anecdotique, et en tout cas, il est très rare. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des paysages qui sont très différents. On voit des campagnes agricoles avec des champs dégagés, et certains d'entre vous peut-être vivent dans ces pavillons, dans ces bourgs ruraux. Mais en fait, souvent, la plupart des métiers de ces personnes-là sont les mêmes que ceux qui habitent au centre-ville du Havre. Et donc, en fait, il y a plus de cohésion que de différence. Quand on regarde, en effet, les principaux employeurs de l'agglomération sont le groupe hospitalier du Havre, qui est devant même les plus gros industriels de la vallée, Total, Safran Énergie. Et en fait, on a les mêmes emplois, peu ou prou, entre ce paysage agricole et ce paysage plus urbain. Et donc, il y a, disons, une exagération de la différence. C'est là-dessus que je voulais... Et toi qui manies les statistiques havraises, est-ce qu'il y a, tu constates toujours un attrait pour habiter dans cette campagne? Il y a un attrait, en effet. En fait, je trouve que Le Havre a cette spécificité de laisser le choix. C'est une ville qu'on peut venir très facilement. C'est une ville qui a été taillée pour l'automobile parce qu'elle est renée des sombres destructions de la Seconde Guerre mondiale à l'époque de l'âge d'or automobile, des 30 Glorieuses. Et donc, elle a été taillée pour l'automobile. Et donc, on rentre au Havre assez facilement, même si c'est plus difficile depuis quelques années, me dit-on, qu'avant. Je constate que c'est toujours facile. Et ce qui fait qu'on a le choix, quand on travaille au Havre, même dans la zone industrielle, d'aller vivre au-delà du Havre et dans les communes périphériques. Et ce choix beaucoup l'ont fait, en se disant j'ai le meilleur des deux mondes, je vais vivre dans un bourg, dans un pavillon. Et beaucoup de maires aussi, des communes rurales, ont encouragé ce mouvement-là pour avoir un peu cet équilibre-là. Il nous interroge aujourd'hui parce qu'à l'heure de la sobriété écologique voulue par le gouvernement, mais aussi par les urbanistes de manière générale, on essaie de préserver les terres agricoles, et donc on essaie de sanctuariser davantage en se disant qu'il serait mieux qu'on regroupe et qu'on densifie là où ça peut être, et qu'on préserve les espaces naturels, agricoles et forestiers en l'état. Mais ce choix-là, en effet, beaucoup le font, et parce qu'ils peuvent le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là pour la ville du Havre, justement, à l'heure de la sobriété énergétique, de la ZAN, la zéro artificialisation nette, de pouvoir reconquérir des habitants? C'est vrai que il y a toujours un enjeu au Havre
de démographie, parce que je vais revenir sur le port avant de reparler des campagnes. J'espère ne pas donner l'impression de fuir les questions, parce que parfois, en fait, c'est juste que le sujet me passionne tellement que j'ai tendance à partir dans un sens et après, mais tu peux me recadrer derrière. Mais pour en revenir d'abord au port et sur la démographie, c'est vrai qu'au Havre, il y a un peu cet enjeu fort, c'est que la ville a connu une croissance démographique à nul autre pareil en France au 19e siècle. Elle est passée de 25 000 habitants à 150 000 habitants en l'espace d'un siècle. C'était l'âge d'or du Havre, parce que c'était l'âge d'or du commerce. Il y avait la Pax Victoria, où grâce à la domination anglaise, après les défaites napoléoniennes et la Révolution française, il y a eu un âge d'or qui correspond aussi à la révolution industrielle, et où il y a eu ces mouvements de colonisation aussi. Donc les ports se sont énormément développés en contact avec des routes commerciales à travers le monde. Et donc le Havre a bénéficié de ce très, très grand élan commercial et économique, s'est beaucoup développé. Et on a cru que ce mouvement allait se poursuivre tout au long du XXe siècle, et même l'agence d'urbanisme que je représente aujourd'hui imaginait dans les années 60 qu'un jour on serait 500 000 habitants dans la commune du Havre, et que la croissance ne s'arrêterait presque jamais. Donc on avait des plans comme ça, 500 000 habitants en l'an 2000, et en fait il y a eu ce choc beaucoup plus brutal pour la démographie que la Seconde Guerre mondiale, qui a été la crise pétrolière de 1973, qui a rebattu profondément les cartes. Plus important que les destructions de la Seconde Guerre mondiale, et plus important aussi que la décolonisation, qui était aussi très important pour le Havre. Le Havre était un très grand port au contact des colonies françaises, et donc avec l'importation du café, du cacao, de tous ces biens de consommation courante qui sont restés d'actualité, mais qui étaient rassemblés et traités au Havre en premier lieu. Donc il y a cet enjeu démographique, c'est là que je voulais venir, c'est qu'on ne s'est jamais remis de cette crise internationale de 1973 qui a fragilisé le port du Havre, qui s'est après reconverti vers le conteneur avec un grand succès. Et depuis, on a toujours cette idée que est-ce qu'il y a assez d'habitants, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre. Et c'est vrai que c'est un vrai dilemme. Quelle est la bonne densité, quelle est la bonne centralité? Est-ce qu'il faut forcer les habitants de périphérie à venir au centre-ville? Tout urbaniste, et j'essaie de faire le moins possible, a toujours un petit côté totalitaire. Auguste Perret, entre autres notamment, qui imaginait jusqu'à la forme des vêtements que les gens devraient porter quand ils se déplaceraient au Havre. J'essaie de minimiser cela, et je pense aussi on va pas déconstruire des choses qui ont été récemment construites, où les gens sont heureux de vivre. Après, c'est plutôt les projets futurs qu'il faut repenser. Il faut aussi donner envie, on ne va pas contraindre les gens, il faut leur donner envie de revenir au centre-ville pour le rendre attractif. Mais moi, je pense qu'une des cartes fortes du Havre, c'est justement cette qualité de vie qu'on a très grande, ces atouts qu'on a entre cette grande forêt de Montjon, qui est, soit dit en passant, quand on regarde en termes de superficie, la plus grande forêt de l'agglomération. C'est-à-dire qu'on fantasme des forêts, des espaces ouverts, des grands paysages dans les communes plus rurales, mais en fait la plus grande forêt de l'agglomération de la communauté urbaine, c'est la forêt de Montjon, en plein centre-ville du Havre. Et entre la forêt et la plage, je trouve qu'il y a une qualité de vie, il y a un style de vie aussi qui peut attirer beaucoup de monde, et on voit dans d'autres villes, d'autres agglomérations françaises, que ce soit Nantes, que ce soit Bordeaux, qui ont une connexion ferroviaire beaucoup plus intense, bien meilleure vis-à-vis de Paris, aussi des travers de cette métropolisation. Et je pense qu'il y a une carte de la qualité de vie qui, à mon avis, est essentielle pour le Havre et qui constitue une de ses forces. Donc voilà, comment est-ce qu'une faiblesse peut devenir une force, pour répondre à ta question sur la densité. Et peut-être qu'il y a aussi un autre prisme à aborder. Là, on parle de ville et campagne, mais on voit bien qu'il y a aussi la dimension littorale et Interland, les terres intérieures, qui est en jeu. Oui, c'est vrai que sur le plan topographique, si tu veux bien revenir sur l'image avec la mer qu'on aperçoit, celle d'après, merci beaucoup. C'est vrai qu'entre je l'apprends à personne, je vous le rappelle juste, et cette évidence que ces falaises ont quand même été un obstacle pendant longtemps pour rejoindre la mer, et la mer n'était pas forcément si accessible que cela pour les personnes qui habitaient sur le plateau, et au moins pas quotidiennement, à part les quelques valeuses qui ont griffé le plateau et qui ont permis de faire de dessiner, de former des plages auxquelles on accède parfois à la belle saison. Mais ça reste un plateau ça reste un mur entre le littoral et les campagnes. Donc en effet, il y a une identité qui s'est construite,
et qui est parfois un peu plus villageoise, rurale, alors qu'on a un port qui se veut maritime, une ville aussi qui se veut ouverte vers le monde extérieur. Et donc il y a parfois un hiatus et une petite friction entre ces deux esprits-là, mais qui font aussi cette richesse. Moi, je trouve que c'est une richesse de pouvoir croiser au Havre des personnes qui vont au Siemens Club, et des employés du port, et parfois même, moi, à titre personnel, en allant au Bain des Docks, j'entends souvent des personnes qui travaillent dans le monde maritime et qui vont sillonner les océans. Et après, voir cette atmosphère un peu plus campagnarde, tranquille, quand on va dans les marchés de la périphérie du Havre. Tu parles de barrières naturelles. On la retrouve aussi entre la ville haute et la ville basse. Qu'est-ce que c'est que cette réalité de ville haute et ville basse et qu'est-ce que ça met en jeu dans la ville du Havre? Tu remettes l'autre image, par contre, s'il te plaît. Ouais. Celle-là? Oui, celle-ci me va mieux pour parler de... c'est vrai que, en fait, quand le Havre a été fondé en 1517, il n'y avait que la ville basse. Et d'ailleurs, pour faire un peu d'histoire longue et m'attarder là-dessus, quand le Havre, on a toujours un peu, voilà, on aime bien chanter cette geste, voilà, le Havre a été fondé en 1517 par François Ier. La réflexion de fonder une ville dans l'estuaire de la Seine précédait largement François Ier. Elle datait, voilà, la guerre de 100 ans était assez récente et on cherchait à avoir un port militaire pour protéger de Paris, notamment vis-à-vis de l'Angleterre, sachant que la Seine était la principale voie de communication à l'époque. Et donc cette idée était ancienne, s'est concrétisée sous François Ier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien non plus. Il y avait quelques villages de pêcheurs, il y avait une chapelle dans le quartier des Neiges, Notre-Dame-des-Neiges. Il y avait aussi des implantations sur le plateau, à Senvic, Graville, il y avait voilà, Ingouville, il y avait quelques petits éléments épars. Il n'y avait pas de ville, mais il y avait quand même quelques éléments épars. Je nuance un petit peu cette longue histoire, même si je pense qu'elle elle est intéressante. Mais quand on a fondé la ville, aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas de plancher comme on le voit aujourd'hui ici. J'utilise le terme de plancher, mais c'est que la Seine n'était pas canalisée comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Seine, elle n'a presque rien de naturel. C'est un fleuve qui a été dompté par les forces monarchiques puis républicaines pour en faire quelque chose de très rectiligne dans ses bords. Mais la Seine, quand on regarde des images d'archives, elle avait une gueule béante quand elle venait dans l'estuaire se jeter. Il y avait des îles qui se formaient en fonction des mouvements, des marées, des alluvions. C'était quelque chose de beaucoup plus instable que ce qu'on représente aujourd'hui, qui est très dompté, très corseté. Et donc on a construit cette ville basse pour avoir ce port, et petit à petit on l'a fait remonter dans la vallée de la Seine avec ce grand plancher, ce polder qu'on a mis en place. Et la ville du Havre était pendant longtemps, jusqu'au 19e siècle, vraiment que la ville basse. Et ensuite est venu ce moment, il y avait deux forts en ville haute, parce que la fonction militaire était partie au profit de Cherbourg en 1824 pour privilégier le développement commercial du Havre et donner la fonction militaire à Cherbourg, qui avait été développée, lui, par Louis XVI. Je perds pas mon fil. Hein. J'essaye, Tout le monde suit. Hein. Mais j'essaie de pas faire, je ne peux pas m'empêcher de faire des digressions. Il y avait quelques forts en ville haute, mais il y avait très peu d'habitations. Et c'est vraiment, en fait, au XXe siècle, avec l'ingénierie qu'on a pu dompter l'obstacle, la barrière que constitue la ville haute, avec des ouvrages comme le tunnel Jenner, qui ont permis l'expansion de la ville haute. En fait, avant, il y avait très peu de choses en ville haute. Il y avait ces petites installations. Et en fait, c'est au moment de la reconstruction, notamment, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand il a bien fallu que les gens se logent pendant que le centre-ville était reconstruit, que petit à petit, des choses se sont solidifiées en ville haute, se sont développées. Et puis ensuite, il y a eu ces grandes opérations des années 50-60, où à la faveur de la fin de la présence française en Algérie, on a eu 1,2 million de rapatriés, et il a fallu les reloger. Et le Havre fait partie aussi des villes qui ont accueilli des rapatriés, à l'instar de beaucoup d'autres, notamment sur le pourtour méditerranéen. Et donc on a construit les quartiers de Coquillotville, la Mare Rouge, Montgaillard. Et donc on a construit la ville haute assez tardivement, mais la ville haute est apparue au XXe siècle. La ville haute est un phénomène du XXe siècle. Et un phénomène qui est assez composite, parce qu'entre les grands ensembles qui ont été construits assez fraîchement, si on peut dire, il y a 60 ans, c'est pas si long que ça, qui ont déjà fait l'objet de réaménagements très profonds dans le cadre de l'ANRU entre les années 2000 et 2020, c'est une ville haute qui interroge parce qu'elle est extrêmement composite et elle résume bien à elle seule, je trouve, les paradoxes et les ambivalences de la ville du Havre. Et aujourd'hui, alors que la ville haute est une émanation du XXe siècle et un peu, voilà, une
deuxième partie, une dépendance de la ville basse. Aujourd'hui, démographiquement, il y a plus d'habitants en ville haute qu'en ville basse. Donc la ville haute a pris le dessus sur la ville basse, et donc ça inverse un petit peu cette relation. Avec une morphologie particulière et différente, puisque si j'ai bien compris, il y a plus d'habitats, alors excepté les grands ensembles qu'on voit ici, plus d'habitats individuels en ville haute qu'en ville basse, mais de manière très prépondérante. C'est vrai, il y a de très belles exceptions, mais si on fait un peu fi des exceptions et qu'on essaie de voir un peu de manière globale sur le plan statistique, en effet, on a deux villes qui s'opposent, dans le sens qu'on a une ville qui est davantage une ville basse d'habitat collectif, donc voilà, où vous êtes parfois propriétaire, mais la majorité est locataire, et une ville haute qui est plus composée de petites maisons individuelles où les gens sont plus propriétaires que locataires. Et donc on a deux styles de vie, parce que voilà, cette forme urbaine implique ainsi un style de vie, avec davantage d'emplois concentrés en ville basse, avec les employeurs, l'activité commerciale, économique, et au nord, au contraire, enfin dans la partie de la ville haute, les loisirs, la récréation, les terrains de sport. Et donc on a voilà, une ville qui est... on a une ville qui est plus de repos, de vie, de quartier, et une ville qui est davantage active, plus urbaine, dans son sens un peu premier de densité. Est-ce qu'on peut parler d'une dualité également entre la ville de l'Ouest et la ville de l'Est, pardon? En effet, c'est quelque chose en arrivant, on m'a parlé, on m'a interrogé à plusieurs reprises sur ville haute, ville basse. Enfin, on m'a présenté les choses de cette manière-là. Et comme à l'agence d'urbanisme, encore une fois, on essaie le plus possible de collecter des données et de les confronter. On s'est rendu compte qu'en fait, cette opposition, elle était de ville haute, ville basse, elle était pertinente. En effet, je vous ai donné quelques arguments pour l'étayer, mais qu'il y avait aussi une dualité est-ouest qui était parfois plus marquée encore que nord-sud. Déjà, la première, on est chez Logéo, donc il faut que j'en parle, c'est le pourcentage de logements sociaux. Quand on regarde la part des logements sociaux, ils sont essentiellement à l'est. Ils sont minoritairement à l'ouest. Donc quand on prend une ligne qui va de Dolmar et qui descend jusqu'à Saint-Nicolas, le quartier de l'Eure, on a voilà, à l'est de cette ligne-là davantage de logements sociaux qu'à l'ouest. Mais on se rend compte aussi qu'on a des niveaux de diplôme supérieurs à l'ouest qu'à l'est de cette ligne. Et donc on se rend compte qu'on a finalement, au-delà de cette opposition entre une ville haute et une ville basse, on a aussi des nuances assez marquées sur le plan socio-économique entre l'ouest et l'est. Et voilà, et c'est un enjeu aussi pour construire la ville, d'avoir conscience de cela. Et finalement, je le disais tout à l'heure, cet accident topographique, cette barrière que constitue la costière qui a été surmontée par ces ouvrages comme le tunnel Génère, entre autres, finalement, cette barrière, elle reste quand on est à vélo, mais bon, maintenant il y a beaucoup de vélos électriques, les gens montent en ville haute sans trop de difficultés. La frontière semble davantage se dessiner entre l'Est et l'Ouest qu'entre le Nord et le Sud. On a vu, le temps file malheureusement, mais on a vu assez rapidement trois grands dilemmes qui posent eux-mêmes différentes questions qui sont spécifiques à cette ville du Havre. Est-ce que tu penses, toi, qu'il faut les assumer, ça fait partie de cette identité havraise, ou chercher à les résoudre coûte que coûte, comme on voit avec des grands ouvrages comme le tunnel Génère ou d'autres opérations qui peuvent être en cours? Que faire de ces dilemmes? C'est vrai que ces oppositions, ces dilemmes, c'est une richesse, c'est un fait de toutes les manières. On ne va pas gommer la costière, on ne va pas faire tomber, on ne va pas aplanir la pente, le talus qui donne sur la mer pour que le monde agricole ait un escalier qui descend vers la mer. Donc c'est un état de fait, on compose toujours avec le site topographique que l'on a. Donc on ne pourra pas, voilà, il faut composer avec. Et on ne va pas non plus contraindre le port en décidant que d'installer des quartiers urbains dans un espace portuaire qui a d'autres visées et qui a aussi des contraintes à part entière, avec le transport parfois de matières compliquées, pour ne pas dire dangereuses. Donc voilà, on va pas pouvoir on va pas pouvoir facilement surmonter ces complexités-là, mais je pense c'est dans le cadre d'un dialogue un petit peu qui est sans cesse renouvelé, qu'il faut justement trouver ces points d'entente. Et l'aménagement du quai de Southampton en a constitué un, puisque finalement le port n'avait plus vraiment
d'intérêt à utiliser ce quai de Southampton, qui est avant tout un quai voilà, pour les bateaux, c'est sa fonction première. Et le port a accepté d'en faire un espace public pour les habitants qui donne à voir le port aussi. C'est dans le cadre de projets comme ça un peu réfléchis dans ces zones d'interstice d'interface entre la ville et le port et entre la ville et la campagne que je pense peuvent se nouer un petit peu, peuvent se cristalliser des projets intéressants qui justement font la part belle aux richesses sans accentuer les animosités parce que je pense qu'on est aussi dans une situation particulière. On parlait du ZAN, on parlait du contexte géopolitique compliqué au niveau international, on parlait de la démographie qui est un phénomène aussi national, qui n'est pas seulement havrais et qui concerne toute une partie nord du territoire. On ne va pas forcer, contraindre, et il vaut mieux travailler ensemble que de travailler en opposition. Alors avant de passer la parole à d'éventuelles questions dans le public, une question plus personnelle, tu es arrivé en 2022 avec un œil acéré, aguerri d'urbanisme et un œil neuf sur cette ville. Quelle a été à cette époque ta première impression sur cette ville ? C'est vrai que je le dis régulièrement parce que j'ai plaisir à en parler. Moi, j'arrivais de Russie, j'avais travaillé pendant 3 ans dans une agence d'urbanisme à Moscou, et donc on faisais des plans, des schémas directeurs pour des villes, et on s'intéressait aussi aux données des villes russes, j'ai presque dit soviétiques. Mais ce qui fait que j'avais c'est un peu cette... je sais ce que c'est qu'un grand ensemble soviétique, j'en ai vu plein, je suis allé chez des amis dîner dans des khrouchtchevki, et quand je suis arrivé au Havre, plusieurs personnes m'avaient dit, voilà, tu arrives à Stalingrad-sur-Mer, tu vas pas être dépaysé. Et ma première réaction, c'était de dire, mais j'ai jamais vu nulle part en Russie et dans tout l'URSS, parce que j'étais à Bakou, en Azerbaïdjan, aussi en Ouzbékistan, j'ai jamais vu d'une telle qualité architecturale-là. Pour moi, ça n'a rien à voir avec les villes soviétiques. Et je trouve que c'est une méprise grossière qui a été faite, je pense, je ne sais pas pour quelle raison, parce que j'ai l'impression qu'elle a été véhiculée et qu'elle est peut-être... Mais ce Stalingrad-sur-Mer, je trouve qu'il n'a aucune raison d'être. J'ai vu nulle part un tel soin architectural porté aux détails de menuiserie, aux corniches. En fait, c'est même une ironie de l'histoire, parce qu'en fait, Auguste Perret regardait New York en se disant qu'il allait faire un peu de Saint-Joseph une sorte d'Empire State Building. Il disait même, on a des citations telles quelles, où il dit on va en mettre plein la vue aux Américains. Clairement, il regardait à travers l'Atlantique. En plus, les bateaux transatlantiques partaient de New York pour aller au Havre à l'époque. C'était la gloire aussi de la ville. Il ne regardait pas du tout l'URSS, où en plus, à l'époque, en 1945, il n'y avait pas de grands ensembles. C'était l'époque des années Staline, de reconstruction, c'était des campements. Et Staline, en plus, n'a pas du tout construit des grands ensembles. Il a construit les grandes sœurs à Moscou, des sortes de trucs néo-gothiques, très, très, un peu Gotham City, un peu effrayant quand on passe devant. Et c'est les khrouchtchevki, en fait, les bâtiments qui font un peu cette image de l'URSS ont été construits dans les années 60, en fait, après la reconstruction du Havre. Et en fait, c'est les ingénieurs qui étaient là dans les équipes de Perret, notamment Camus, un homonyme de notre prix Nobel de littérature, qui a développé cette technique du préfabriqué et qui l'a exporté ensuite et qui est allé travailler en URSS. Et sauf qu'en URSS, ils avaient une telle crise du logement, encore pire que la France en reconstruction, qu'ils ont industrialisé en se disant on fait les bas-coûts, on fait des plafonds encore plus bas, tant pis pour le côté traversant de la lumière, tant pis pour les fenêtres dans les salles de bain et autres, et on fait ça, et on voit du ciment couler le long des façades, encore aujourd'hui, 50 ans après leur construction. Donc cette image-là, en fait, c'est plutôt une version dégradée de Perret qui a été faite a posteriori, mais qui n'a rien à voir avec Perret. Donc moi, je suis de ceux qui cherchent à répéter que Le Havre est une ville beaucoup plus américaine que soviétique, par expérience. Mais voilà ma première impression en arrivant et cette première idée que je garde en tête. À bon entendeur. Oui. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Max Yvetot ? Oui, bonjour Max, merci pour cette présentation. Avec votre regard d'urbanisme, comment abordez-vous cette notion de centralité d'une ville quand au fond, vu sur une carte, Le Havre se situe plutôt dans un coin, dans un angle du quadrilatère, dans un angle plutôt sud-ouest, et qu'on doit raisonner à 90 degrés ? Bien sûr, on est extrêmement contraint par le site. La mer empêche le développement à l'ouest et au nord. Le talus aussi que constitue la costière aussi est une contrainte. Le port aussi qui a pris toute la partie sud sur l'estuaire et aussi enserre la ville et l'empêche de se développer. Après, c'est pas
il y a des villes où le site est encore plus compliqué et où on a réussi à créer une centralité. Moi, je pense que Le Havre a sur ce plan-là, et merci pour la question, parce que on n'a peut-être pas assez appuyé sur la question de centralité. Le Havre, pour moi, souffre d'un de ces dilemmes, c'est de ne pas avoir choisi un centre. Et en fait, ce dilemme et cette conflictualité est née au moment de la reconstruction. Et j'en reviens encore là parce que c'est une page vraiment charnière. Avant, dans le centre-ville du Havre, il y avait 50 000 habitants et c'était une ville qu'on appelait la capitale de la tuberculose. Il y a pas mal d'articles de chercheurs anglais sur le sujet. Donc c'est une ville assez insalubre, très dense, très populeuse, où les gens venaient chercher du travail le long du bassin du Roi, du commerce et les autres. On a cherché, Auguste Perret a cherché à dédensifier pour des raisons un peu hygiénistes. Les urbanistes sont souvent des hygiénistes, Haussmann en était un, Perret aussi. C'était aussi la commande qui était formulée, c'est de se dire on va se débarrasser de cette insalubrité qui véhicule des maladies mauvaises et c'était bien pour la qualité des habitants. Donc on va dédensifier. Donc on a perdu après la moitié des habitants du centre-ville du Havre en dédensifiant, mais en faisant ça et le temps qu'on reconstruise, il y a la polarité, il y a une nouvelle centralité qui est apparue au rond-point. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a parfois plus de monde, d'animation au rond-point qu'il y en a dans le centre-ville du Havre. Et il y a une autre, et pour filer en plus ce paradoxe, ce dilemme, au moment où on décide de rompre avec la fonction militaire et de faire tomber les fortifications qui enserraient la ville jusqu'au milieu du 19e siècle, on casse les murs et on décide d'intégrer la centralité, ce petit quartier périphérique d'Ingouville, au pied de la Costière, et donc on appelait ça la seconde naissance du Havre. Donc on a créé aussi une centralité commerciale ici, le long de Thiers-Coty. Dernièrement, le port est parti des docks. Ils ont décidé, les bateaux étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient plus rentrer et il n'y avait plus de pertinence à garder cette fonction-là. Donc les docks ont périclité dans leur activité portuaire et on a créé un centre commercial là-bas. Donc on se retrouve avec une ville qui a 4 centres dans son centre qui n'est pas non plus si grand que cela. Et comment est-ce qu'on fait vivre commercialement, économiquement et aussi humainement 4 centres en même temps? C'est un défi très important. Et en effet, je pense qu'on n'a pas apporté des réponses encore satisfaisantes, même si certaines choses sont bien, mais c'est un travail qui est très long. La reconstruction a pris 20 ans. Résoudre cet enjeu-là, à mon avis, on en a pour quelques années. Une autre question? Ne soyez pas timide. Ici, là-bas. Bonjour. Alors moi j'ai une soixantaine d'années, donc je suis du Havre, j'ai grandi au Havre dans plusieurs quartiers, j'ai vu tous ces changements, ces évolutions. En quelle mesure l'urbanisme ou les choix urbanistiques peuvent-ils décider, influencer ou choisir de la vie sociale et du lien social entre les habitants, notamment d'une ville haute et d'une ville basse avec des niveaux de vie forcément différents? Je sais pas, il n'y a pas de. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, un peu en guise de plaisanterie, que les urbanistes étaient un peu avaient une tendance totalitarienne et une tendance totalitaire. Mais évidemment, la forme d'une ville ne décide pas des liens sociaux qui s'y nouent. Et quand on regarde, d'ailleurs, on a pu faire des procès un peu que je trouve assez rapides pour les grands ensembles de logements qui ont été construits dans les années 60, alors qu'on avait fait appel à des architectes parmi les meilleurs de France pour le faire. Si les mêmes grands ensembles, ces mêmes constructions dans des quartiers plus favorisés, avec des conditions sociales, des meilleures connexions à l'emploi, n'ont pas du tout provoqué les problèmes qui ont été ceux présents dans des communes de Seine-Saint-Denis ou ailleurs sur le territoire national. Donc la forme du logement et la solution urbaine ne va en rien, va peut-être influencer, mais ne va pas être l'unique, ce n'est pas une baguette magique. Et preuve en est, vous pouvez faire des aménagements comme au centre-ville du Havre, on a pas mal de grandes esplanades qui sont assez agréables pour se promener. Vous n'avez pas magiquement des gens qui apparaissent tout de suite dessus sur ces places-là, même si elles sont davantage incitées à le faire, et il y en a un petit peu plus, mais il n'y a rien de vraiment magique. Ce qui est très difficile quand on construit une ville et quand on réfléchit à sa construction, c'est qu'on est au croisement d'énormément de choses. On est au croisement des mobilités, d'une intégration qui dépasse la seule échelle nationale, parce qu'en effet au Havre, on a des étudiants qui viennent de toute l'agglomération et d'ailleurs.
On a des employés qui viennent de toute la région parce qu'on a un bassin d'emploi très important. On a des touristes de plus en plus nombreux qui viennent. On a des croisiéristes aussi qui arrivent de par la mer. Et chacun a des attentes un peu différentes. Et donc pour ne parler que des mobilités, au-delà de ces questions d'urbanisme, et ce n'est qu'un seul échange, l'habitat et le logement pourrait être un autre, c'est une concordance entre plein de choses différentes et qui souvent, en plus, il y a des facteurs extérieurs. Je parlais tout à l'heure de ce choc pétrolier de 1973 qui a eu un impact très direct sur la démographie havraise. À ce moment-là, on aurait pu faire les meilleurs espaces publics, avoir les meilleures crèches du monde, avoir tout ce qu'on voulait pour les habitants. Il y avait une crise économique d'ampleur. Aucun équipement, aucun aménagement urbain n'aurait contrebalancé cela. Donc c'est aussi avec ça il faut composer, c'est qu'on peut créer des tendances, on peut à la marge modifier des choses, créer des dynamiques, mais on n'est pas seul à décider, il y a un monde plus large dans lequel on s'intègre, et donc il faut être, je blaguais sur le côté totalitaire et un peu, mais il faut être en fait très humble quand on pense une ville, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de cartes en main, pour prendre une expression un peu à la mode en ce moment. Malheureusement, on a complètement débordé le temps imparti, mais il nous reste encore du temps pour manger un morceau et continuer à discuter de ces dilemmes de manière peut-être plus informelle. En tout cas, tu restes avec nous. Je reste avec vous et avec plaisir, et merci beaucoup pour les questions. Merci pour ta présence. Merci à tous d'être venus si nombreux. Si vous souhaitez suivre les différentes interventions, conférences, tables rondes qui sont données ici au 139, n'hésitez pas à scanner ce QR code, vous aurez toutes les informations et on se retrouve juste à côté. Merci à tous.